Et d'abord, un ministre qui paye cher son bronzage hivernal, Fabien Recker. Des vacances à Ibiza qui passent mal en pleine crise du variant Omicron. Pris à partie par les députés cet après-midi, Jean-Michel Blanquer se défend. La symbolique, je la regrette, mais pour le reste, Madame la députée, depuis 2 ans, avec la majorité, avec mes équipes, avec tous les professeurs de France, nous tenons la politique de l'école ouverte. C'est cela qui est l'essentiel et nous ne nous perdons pas dans l'accessoire. Comme l'a révélé Mediapart, le ministre se trouvait à Ibiza quand il a annoncé le nouveau protocole sanitaire dans les écoles début janvier. Un protocole dévoilé à la dernière minute, la veille de la rentrée, dans une interview aux Parisiens d'abord accessible aux seuls abonnés en ligne du journal. Cette communication tardive avait créé le désarroi parmi les directeurs d'établissement. Alors, depuis les révélations sur les vacances de Jean-Michel Blanquer, la critique est unanime. Cette désinvolture qui consiste à partir, passer ses vacances dans des endroits dits paradisiaques, démontre d'abord une forme de désintérêt pour ce que vivent les Français en pleine campagne présidentielle. Plusieurs voix à gauche appellent à la démission du ministre. Au Sénat, les oppositions préfèrent s'en prendre à son bilan en vue de l'élection présidentielle. Un ministre a le droit de prendre des congés. Il a le droit même de partir à l'étranger s'il en prévient son patron, à savoir le Premier ministre. Mais très honnêtement, c'est une très très grosse maladresse. Ça vient aggraver le bilan négatif que je considère du quinquennat Macron. Ce qu'on doit reprocher à Jean-Michel Blanquer, c'est d'abord la pagaille et pas tellement le lieu d'où il annonce telle ou telle mesure. Et puis surtout, c'est le bilan. Longtemps considéré comme le bon élève du gouvernement, Jean-Michel Blanquer se voit aujourd'hui plus fragilisé que jamais. Après une grève très suivie le 13 janvier, les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation jeudi 20 janvier. Et on en débat tout de suite. Je vous présente mes invités. François Patria, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes sénateur La République En Marche de la Côte d'Or, président du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants au Sénat. Bruno Cotresse, bonsoir, politologue, directeur et chercheur au CNRS et au CEVIPOF. Bienvenue à vous. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir Jean-Sébastien. Vous êtes le fondateur, le directeur de la publication du site Atlantico. Laetitia Krupa, éditorialiste politique. Bonsoir Laetitia, bienvenue à vous aussi. Bon, je ne résiste pas, je vais commencer par citer ce bon mot, cette bonne vanne de François-Xavier Bourmeau, qui est grand reporter au service politique du Figaro. C'est sur Twitter. Et il nous dit « Les emmerdes, ça vole en espadrille ». Franchement, c'est très bien trouvé. Référence à la citation de Jacques Chirac, évidemment. Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. C'est vrai quand même, François Patria, on va redevenir sérieux, que les difficultés, et on va redevenir poli, s'accumulent pour le ministre de l'Éducation. Alors, dans ce que je viens de voir, je n'ai pas trouvé grande personne pour soutenir le ministre. Je n'ai vu qu'une série, un défilé de gens. J'ai vu Patrick Kanner à l'instant, qui a été lui-même ministre, qui en profite pour parler du bilan. Moi, je veux bien qu'on compare les bilans, mais le bilan aujourd'hui de M. Blanquer, c'est quoi? 6 milliards pour l'école en plus, l'école obligatoire à 3 ans, le dédoublement des classes, des chroniques à côté, des rencontres, des meilleurs salaires pour les enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un ministre, avant M. Blanquer, qui peut avoir un tel bilan? Et je trouve que ce bilan est bon et qui sera à défendre dans Oui, et on parlera du bilan des 2 ans de crise sanitaire, parce que c'est aussi ça qui est éventuellement pointé du doigt. On pourra en reparler. Bon. Et évidemment, mais quand même, si on est sur le fait que c'est pas le bon moment, qu'il est en difficulté, qu'il y a une grève des enseignants qui est renouvelée, de nouvel appel pour jeudi. D'abord, sur cette grève, j'y reviens aussi un instant. Les enseignants ont fait grève la semaine dernière. Ouais. Bien, c'était pas facile pour les parents non plus. Enfin, ils ont fait grève, c'est légitime, ils l'ont fait. Ils ont obtenu satisfaction quasiment sur tous les points. Jeudi soir, avec Monsieur le Premier ministre. Et ils refont une grève sur les mêmes motifs aujourd'hui, alors qu'on est toujours en pleine crise sanitaire. Je leur laisse la responsabilité. Est-ce que le ministre a commis une maladresse? Sans doute, il le reconnaît lui-même. Moi, j'ai vu tout à l'heure un homme à l'Assemblée, un homme qui était touché, blessé, ennuyé, bien entendu, et il l'a dit. Et il a fait quand même une contrition, qu'on le veuille ou non, en disant « ça, peut-être, je le regrette, j'aurais pas dû le faire ». Mais dans le même temps, je veux dire, est-ce que ça vaut demande de démission, un tel acharnement aujourd'hui? C'est une difficulté supplémentaire. Ça créera sans doute des difficultés au gouvernement, j'en conviens aujourd'hui. On peut se passer de ce genre de fait. Mais enfin, je crois qu'il faut remettre cet événement, ce qui est une maladresse, qui est péripétie, non pas de campagne, mais d'épisodes sanitaires aujourd'hui. À sa défense aussi, il ne pouvait pas faire autrement. Il a, comme il l'a dit, travaillé. Il a quand même été avec ses ministres en permanence.
Et les décisions qui ont été prises, elles ont été prises au moment où ils le pouvaient. Je vous redonnerai la parole plusieurs fois, évidemment, dans ce débat. Je voudrais entendre mes autres invités. Bruno Cotresse, Blanquer à Ibiza. Ça pourrait presque être le titre d'un 4e volet de OSS 117. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça sonne drôlement quand même à nos oreilles. Oui, ça fait presque un oxymore, d'une certaine manière, parce que Jean-Michel Blanquer a plutôt eu une image de quelqu'un d'extrêmement sérieux. C'est un grand professionnel des questions de l'éducation depuis de très nombreuses années. Il a fait sa carrière sur ces questions et il a une image plutôt d'homme de dossier qui travaille beaucoup, qui est très sérieux. Donc effectivement, il y a un côté un peu paradoxal dans cette affaire. Je pense qu'on ne peut pas comprendre l'ampleur que ça prend s'il n'y a pas tout le contexte autour, c'est-à-dire le sentiment un peu de désarroi des profs, des parents d'élèves, des élèves eux-mêmes face à la situation très compliquée. Jean-Michel Blanquer n'est pas responsable de tout. L'épidémie elle-même est évolutive. Donc il y a quand même un sentiment de confusion qu'il y a chez beaucoup de parents d'élèves. On a entendu énormément de témoignages dans les médias de parents qui disent j'en ai marre, j'en peux plus, je passe mes semaines à tester mes enfants. Et donc je pense qu'on ne peut pas comprendre l'importance que ça a pris en dehors de ce contexte-là. Et j'imagine que même si Jean-Michel Blanquer avait été faire du ski de fond en Laponie et pas à Ibiza, ça aurait pris une importance très très forte comme ça a été le cas. Oui, peut-être un peu moins Jean-Sébastien Ferjou. Il y a quand même une symbolique autour d'Ibiza qui est peut-être d'ailleurs un peu ridicule, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a quand même ça. Elle n'est pas ridicule, simplement Ibiza l'hiver et Ibiza l'été, c'est quand même pas la même chose, parce que les soirées avec des DJ en plein air, c'est quand même rarement en plein hiver. Et puis rien ne dit de toute façon, à Ibiza, il y a aussi des tas d'endroits assez sauvages que si Jean-Michel Blanquer y était allé l'été, ça aurait été pour aller dans une rêve. Mais c'est vrai que dans l'inconscient collectif... Quelle drogue de synthèse, ça correspond pas tout à fait. Dans l'inconscient collectif, il y a ce côté bling-bling, quoi. Mais il y a surtout le décalage entre un sentiment d'urgence et le fait que le ministre n'avait pas l'air disponible. Après, c'est effectivement un reproche qui est finalement pas très intéressant. Il y en a bien d'autres, ou à minima plutôt des questions à poser au gouvernement, plutôt que de savoir où était M. Blanquer au moment où il annonce les mesures en question. Surtout à l'heure du télétravail, j'ai envie de vous dire, c'est encore plus paradoxal dans la mesure où on demande à tout le monde d'être en télétravail. Non, ce qui me surprend plus, c'est le peu de soutien de la majorité finalement. Je vous entends là ce soir, on a entendu Madame Macron finalement se montrer beaucoup plus en soutien de Monsieur Blanquer que la plupart des parlementaires LREM. Le vrai sujet, Jean-Michel Blanquer l'avait lui-même mis sur la table, c'était qui est responsable. Ce n'est pas le ministère de l'Éducation nationale qui détermine les protocoles sanitaires, c'est le ministère de la Santé qui avait une interview dans le JDD le même dimanche, et si on comprend bien, les propos de Jean-Michel Blanquer ont été validés tardivement par Matignon et par le ministère de la Santé. Peut-être faudrait-il s'intéresser, alors non pas au lieu des vacances d'Olivier Véran, parce que ça, on s'en fiche éperdument, en revanche, au fait qu'incontestablement, il y avait quand même un cafouillage. Oui, et puis, des tensions entre les deux ministres, elles se sont exprimées avant le Conseil des ministres. Non, mais tout à fait, mais je pense que ça se concentre à l'heure actuelle sur Jean-Michel Blanquer, parce que, et vous le disiez, il est quand même un des ministres qui a un bilan qui est vraiment défendable après ce quinquennat-là, et notamment sur la pandémie. L'objectif de maintien des classes, c'est une vraie réussite française. En revanche, je préférais entendre des questions de l'opposition un peu plus précises, un peu plus sérieuses sur sommes-nous donné les moyens de cette ambition-là, toujours sur les capteurs de CO2, l'aération et d'autres dispositifs, les tests salivaires qui avaient été annoncés, qui n'ont jamais été mis en œuvre, etc. Alors j'accueille Nicolas Domenac qui est avec nous en duplex, en visioconférence, éditorialiste à Challenge, et vous publiez avec Maurice Safran, Macron, pourquoi tant de haine chez Albin Michel. On pourra peut-être faire le lien avec le bilan du quinquennat présidentiel. Bonsoir Nicolas Domenac, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je viens vers vous dans un instant, mais je voudrais donner la parole à Laetitia Krupa qui voulait réagir au propos de Jean-Sébastien. De Jean-Sébastien, parce que en fait, quand on écoute la question de la députée à Jean-Michel Blanquer aujourd'hui à l'Assemblée nationale, elle ne parle absolument pas d'Ibiza. Elle évacue tout de suite le problème du lieu de villégiature du ministre. Elle lui parle de sa légèreté dans sa gestion de la crise sanitaire. Et elle lui pose des questions qui sont très précises, justement, sur sa communication, sur le délai. On le sait maintenant que le Haut Conseil a envoyé ses conclusions le 31 au soir, c'est-à-dire le vendredi, que donc il a fallu le samedi pour ajuster, et le dimanche la communication. Mais c'est Jean-Michel Blanquer qui décide aujourd'hui de répondre
sur Ibiza, sans jamais dire Ibiza, ça vous l'aurez remarqué, évidemment dans sa défense, de répondre directement et de désamorcer la polémique. Or, Thomas, ça s'est joué franchement à quelques heures, parce que vous avez tout à fait raison, le lieu Ibiza n'aurait posé aucun problème si juste le ministre était rentré à temps pour répondre aux Parisiens. Si on reprend un peu le calendrier, hein, on va le redonner des révélations autour de ce protocole sanitaire à l'école. Effectivement, vendredi 31 décembre, l'avis de la Haute Autorité de Santé. Dimanche 2 janvier, l'interview de Jean-Michel Blanquer aux Parisiens. Lundi 3, l'entrée en vigueur du protocole. Et puis, une semaine après, c'est Jean Castex qui vient aux 20h de France 2, finalement, pour proposer un nouveau protocole, parce que celui qui avait été proposé était quasiment inapplicable. Oui, compliqué, comme vous dites. C'est une litote. Donc, vous l'avez évoqué, François Patriat, évidemment, les candidats à la présidentielle s'en donnent à cœur joie depuis ce matin. On va écouter, tout de suite, Yannick Jadot, c'était sur France 2. Yannick Jadot. Je demande la démission de Jean-Michel Blanquer. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de demander la démission des ministres parce que finalement, la responsabilité des politiques, c'est le président de la République et qu'il ne faut pas renvoyer aux ministres une responsabilité qu'ils n'ont pas. Mais là, on a un problème d'équation personnelle de la part du ministre Jean-Michel Blanquer. C'est-à-dire que depuis des mois et des mois, il méprise la communauté éducative, il méprise les enseignants, il méprise les parents d'élèves et les élèves, et le niveau d'impréparation, d'improvisation permanente sur les protocoles sanitaires à l'école remet en cause sa préparation, son sérieux. Nicolas Domenach, faites-vous partie de ceux qui enfoncent ou qui défendent plutôt Jean-Michel Blanquer ? Écoutez, je déteste les chasses à l'homme d'une manière générale, et en particulier celle-ci, puisque, comme il a été rappelé, on a quand même sur l'école vraiment un ministre qui a tenu l'école ouverte contre d'ailleurs l'administration, contre une partie des syndicats qui voulaient la fermer, contre Édouard Philippe pendant un moment. Je veux dire, et au fond, aujourd'hui, on s'en prend à celui qui a réussi quelque chose. C'est quand même inouï. Alors, je corrige juste une petite chose, puisque je suis coincé par un Covid importun, j'ai passé une partie de la journée à téléphoner de ci, de là. La majorité, pour une fois, elle fait bloc. De manière étonnante même. Aussi bien l'Élysée que Matignon, les ministères, vous ne trouverez pas de voix discordantes. Dire on soutient Blanquer parce qu'on se rend bien compte qu'on soutient un bilan gouvernemental. Ça n'empêche pas une faute de communication, tout ce que vous voulez. Hein. Mais il paye, et je terminerai là-dessus, il paye au fond, on a parlé de mépris, il paye un mépris qui était celui du macronisme des débuts et qui a imprimé fortement et qui est la marque jaune de l'arrogance. Et vraiment, là, il paye cher. Oui. Mais vous dites la majorité fait bloc, pas beaucoup sur les plateaux de télévision ou sur les radios quand même. Hein. François Patriat, vous êtes là, mais aujourd'hui, hein. Vous avez fait que ça aujourd'hui, mais vous n'étiez pas très nombreux à le faire aujourd'hui, François Patriat. J'en suis très fier. Oui. Nicolas Domenach, vous voyez ce que je veux dire ? On fait bloc en coulisses, mais pas forcément en pleine lumière. Trouvez-nous des déclarations, vous verrez. En tout cas, moi, tous les ministres que j'ai eus, j'en ai eu plusieurs au bout du fil, qui en général ne mâchent pas leurs mots. Eh bien, au fond, ils soutiennent Blanquer. On est rentré dans un combat politique maintenant. Il ne s'agit plus de se tirer dans le dos, il s'agit de faire bloc. Ils ont enfin compris ça. Laetitia, est-ce que Jean-Michel Blanquer a fait une faute politique pour vous ? Non, je suis assez d'accord. Pour tout le monde le soutient. Déjà, juste pour répondre à Nicolas, pourquoi ? Parce que tout le monde était au courant. Donc, bien sûr que tout le monde est responsable. Je veux dire, Jean-Michel Blanquer part pas à Ibiza tout seul, sans prévenir ni Matignon ni l'Élysée. Et on sait aussi qu'il est protégé par Brigitte Macron, qui l'a fait rentrer à l'Élysée. Donc, voilà pourquoi aussi on préfère le protéger sur ce plan-là. Mais au plan politique, ce n'est pas une faute, on l'a démontré. Au plan de la communication politique, évidemment, c'est une faute. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, on ne peut pas, quand on est ministre, ignorer les précédents. Les précédents qui sont des cas d'école. Donc, et qui sont les cas d'école à ne pas reproduire, justement, quand on est comme ça, en pleine crise, quelle que soit la nature de la crise. Là, c'est une crise sanitaire, mais quelle que soit la nature. Par exemple, récemment, Elisabeth Borne, je vous rappelle, on a déjà oublié, mais à Noël, la période de Noël 2019, grève des transports, galère dans les trains pour tous ceux qui, surtout les franciliens qui veulent se rendre au travail, et puis aussi pour ceux qui veulent partir en vacances. Et la ministre des Transports à l'époque part à Marrakech, fêter Noël. Très bien. C'est permis par le gouvernement, c'est 2 heures, c'est une règle tacite, on peut partir à 2 heures, on est joignable, on travaille. Et à son retour, évidemment, elle déclenche vraiment un flot de critiques. Elle ne répond pas personnellement. On envoie qui ? On envoie un pompier, Christophe Castaner. Regardez.
Beaucoup de Français qui prennent l'avion parce que l'avion est disponible. Il y a pas mal de Français qui prennent les trains parce que des trains circulent dans notre pays. Il y a pas mal de Français qui prennent quelques vacances aussi. Et je pense que la ministre en charge de l'environnement peut avoir quelques jours de vacances. Vous considérez que c'est un sujet qui appelle à la polémique. Moi, je considère que ce n'est pas le cas. Je pense même que c'est nécessaire que chacun puisse aussi se poser quelques temps et retrouver son unité familiale. C'est le cas pour Elisabeth Borne, c'est le cas pour moi aussi, c'est le cas pour chacune et chacun d'entre nous. Je pense que la polémique est bien inutile. Voilà, bon, il avait sorti les rames, Christophe Castaner, et puis ça a l'efficacité que ça. Mais finalement, il y a surtout ce cas d'école de 2003. C'était il y a 18 ans. Enfin, on va dire, et à un moment, il va falloir que quand même on arrive à tirer des leçons du passé. Jean-François Mattei, en pleine canicule meurtrière, on le sait, on le répète, hein, c'est tellement un cas d'école que c'est devenu aussi une séquence culte de la télévision. Il est en polo, il répond à TF1, il vous répond à vous, Thomas, puisque c'est vous qui êtes aux commandes du JT, et il est dans son jardin du Var et il est en totale déconnexion. Vous vous souvenez certainement de cette séquence. Oui, ça c'est sûr qu'il est en totale déconnexion. Surtout ce qui nous avait marqué à l'époque, c'était le décalage entre ce que les reporters de la rédaction de TF1 nous faisaient remonter du terrain, ce que les pompiers de Paris, ce que les équipes du SAMU aussi nous disaient sur la gravité du bilan, et ce sentiment qu'au-delà du code vestimentaire, qui était effectivement sans doute une maladresse, il y avait un vrai décalage, pour ne pas dire une méconnaissance par le ministre de ce qu'était la réalité et la gravité de la canicule à Paris à l'époque. Donc c'est surtout ça qui était frappant, moi, qui nous avait frappé à l'époque. Là, on est presque dans la configuration inverse en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire que peut-être la gravité est-elle moindre. Oui. Le gouvernement est face à une contradiction politique, puisque pour faire voter le pass, enfin il est désormais voté, mais pour assurer le vote du pass vaccinal, il faut en quelque sorte dramatiser la situation. Je ne vous parle pas de la crise depuis ses débuts, je vous parle de la période actuelle. Et la réalité qu'on constate dans les écoles, c'est que de toute façon, le coup est parti. S'il y avait eu quelque chose à faire pour limiter la circulation virale, c'était de toute façon en amont qu'il fallait le faire, avec toujours la même chose, le contrôle aux frontières. Bref, ça n'a pas été fait. Et donc, en quelque sorte, on voit bien que cette contradiction entre, d'un côté, laisser filer, parce que de toute façon, tout simplement, on n'a plus les moyens de faire grand-chose. Et on constate ce qu'on ne savait pas a priori. On ne peut pas reprocher au gouvernement de ne pas savoir comment le virus va se développer. Mais une moindre létalité d'Omicron. Et par ailleurs, cette dramatisation pour garantir le pass vaccinal, dont on voit bien que finalement, il est plus construit sur une logique politique que sur une logique sanitaire. Pourquoi je cite Jean-François Mattei, pas pour comparer de façon vraiment linéaire. Je pense que c'est pas comparable. Non, ce n'est pas comparable. Moi non plus, je pense que ce n'est pas du tout comparable. Mais je pense, et j'en suis sûre, que c'est dans le manuel de la com politique parfaite qui se trouve sur tous les bureaux de tous les ministres. Et c'est-à-dire que quand on est en décalage, quelle que soit la crise, avec l'opinion publique, on ne part pas dans un lieu qui peut choquer et qui peut déclencher une polémique. On est capable, normalement, quand on est au gouvernement, d'autant plus quand on a justement tiré les leçons du passé, d'appréhender l'état de l'opinion publique. C'est votre boulot, Bruno Cotresse, mais il me semble que là, il y a un échec. François Patria. Non, j'entends bien, cette comparaison ne me paraît pas juste parce que au moment où Mattei est en difficulté, il est en vacances et les gens meurent. Les gens meurent et on ne prend pas conscience de ce qui se passe. Il y a des drames. Et il tombe parce que la crise est loin d'être finie, qu'elle n'est pas perçue et qu'elle n'est pas traitée. Alors que là, aujourd'hui, la crise, elle est perçue, elle est traitée, il y a des mesures. Sur le pass sanitaire, c'est vrai que la situation aujourd'hui, quand j'entends dire que c'est trop tard le pass vaccinal, je vous rappelle qu'hier dans la journée, 20 000 personnes de plus qui vont à l'hôpital, 452 enfants hospitalisés, 287 morts. On est dans des chiffres qui sont encore comparables à ceux de l'année précédente. Donc la situation est quand même dramatique. Oui, tout à fait. Le sujet, c'est le pass vaccinal est-il le bon instrument pour faire face à la pandémie? Alors le pass vaccinal, il a deux vertus. Première vertu, c'est que malgré tout, en empêchant des gens non vaccinés d'aller partout, il empêche la circulation du virus. Et deuxièmement, il est fait. Et il est là. Pas d'Omicron. Mais pas moins quand même, malgré tout. Mais si quelqu'un est porteur d'Omicron non vacciné, il a plus de chances de le donner que quelqu'un qui soit vacciné. Attends, je continue. Et de surcroît, il est là aussi
pour forcer les gens à se faire vacciner, on est bien entendu. C'est pour ça qu'il a la passe vaccinale. Et on veut qu'il perdure après la crise Omicron. Qu'est-ce qui est la meilleure incitation? Des pays qui n'ont eu ni obligation, ni passe, ni sanitaire, ni vaccinaux, ont atteint de meilleurs objectifs sur les cibles fragiles. Quand vous regardez à l'heure actuelle les primo-injections en France, quand vous regardez les troisièmes doses, regardez le classement des pays de l'Union européenne notamment, vous verrez que tous ceux qui sont devant la France sont des pays qui ont choisi une méthode différente, où la confiance dans la parole publique est plus grande. Mais c'est un autre débat. On ne peut pas dire que le pass vaccinal est une réponse sanitaire, c'est une réponse politique. Je mets un élément, je rajoute un élément. Pas seulement en Espagne, c'est le cas en Islande, c'est le cas au Danemark, c'est le cas... Ouais. Je rajoute un élément, parce que ça va dans votre... beaucoup plus contraignant. Ça va dans votre sens. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que dit Marine Le Pen, mais c'était l'un des éléments de sa démonstration. Elle était dans une conférence de presse générale ce matin et elle a évoqué, on a entendu tout à l'heure dans le sujet les mots de désinvolture, mais ça va plus loin. On écoute la candidate du Rassemblement national. Cette désinvolture, elle dit quelque chose. Vous voyez, cette désinvolture qui consiste à partir, passer ses vacances dans des endroits dits paradisiaques, démontre d'abord une forme de désintérêt pour ce que vivent les Français en pleine campagne présidentielle. Et le deuxième enseignement, c'est qu'en réalité, on n'est pas confronté à une crise sanitaire, donc on est confronté bien à une volonté politique. C'est-à-dire que ce qui justifie cette forme d'agitation de la part du gouvernement en termes de vote, du pass notamment vaccinal et de multiplication des protocoles, n'est pas une raison sanitaire. Car si c'était une raison sanitaire, je suppose que M. Blanquer ne serait pas sur les plages d'Ibiza, les doigts de pied en éventail. Si un ministre important est en vacances à Ibiza en pleine crise sanitaire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de crise sanitaire et que, grosso modo, ce pass vaccinal, c'est une agitation ou un objet politique. Voilà la critique de Marine Le Pen. Ce serait vrai si les mesures n'étaient pas prises. Ce serait vrai si le ministre ne travaillait pas. Ce serait vrai si le gouvernement ne décidait pas. Mais il faut se remettre un instant. Vous avez donné la chronologie. Le rendez-vous sanitaire est donné le vendredi soir. Les arbitrages ont lieu le samedi 1er, parce qu'il a fallu consulter l'Élysée, Matignon, Véran, etc. Le samedi, c'est rendu. Et en fin de compte, ils communiquent le samedi soir, et ça paraît le jeudi. Ça n'aurait rien changé que les enseignants ou les parents le dimanche le sachent le vendredi, puisque c'était. Par contre, là où je veux rejoindre, c'est que le protocole qu'ont imposé les autorités sanitaires est un protocole impraticable, difficile. Mais il a quand même tout changé, que ce soit le vendredi et pas la veille. Ah mais bien sûr que oui. Mais la veille au soir sur un site payant, ça change tout. Bruno Cotresse, qu'on a relativement peu entendu. Quel que soit le calendrier de la décision, c'est vrai que la déclaration de Marine Le Pen va sans doute porter dans l'opinion c'est ce type d'argument très simple, bien sûr. Un raccourci qui est si la crise est gravissime, pourquoi le ministre est en vacances? Et c'est vrai à défaut de faire noble, on peut faire court. Je retiens ce que je vais dans le même sens que Laetitia Krupa tout à l'heure, qui est de dire au fond, il y a une toile de fond dans l'opinion publique qui est que la manière dont les Français perçoivent les responsables politiques, c'est qu'ils ne sont pas empathiques, c'est qu'ils vivent dans une bulle un petit peu à part. Donc, quand il n'y a pas de crise, au fond, cette toile de fond, elle est là et tout le monde s'en accommode à peu près. Mais c'est vrai que quand il y a une situation de crise, la meilleure protection que les hommes et femmes politiques doivent s'appliquer, c'est la fameuse théorie des deux corps du roi. Il y a l'individu ministre qui a envie et qui a besoin sans doute de passer du bon temps, d'être en vacances. Et puis il y a la fonction. Et c'est vrai que quand on est en situation de crise, c'est la fonction qui doit l'emporter sur la personne. Non, mais il y a des choses que l'opinion publique ne supporte plus. On le sent bien, c'est ça. Nicolas Domenech, je reviens vers vous. Parce que vous n'étiez pas encore arrivé, je vous dis tout, je dis tout à nos téléspectateurs. Au tout début, quand on a parlé vraiment de la symbolique Ibiza, est-ce que ça rejoint finalement ce côté bling-bling, l'une des principales critiques, vous l'avez dit tout à l'heure, qui colle un peu au basque d'Emmanuel Macron, le président des riches? C'est le président des riches, c'était la marque du début du quinquennat, mais ça va au-delà, c'est-à-dire début du quinquennat, la suppression de l'ISF, la hausse des APL, et puis les premiers de cordée dont on a pensé qu'ils étaient par trop privilégiés. Donc ça, c'était pour le président des riches. Mais il y a eu aussi toutes les petites phrases qui se sont succédées et qui ont renforcé le président du haut, le président qui regarde ceux d'en bas comme étant vraiment très très bas, qui ont donné ce sentiment du mépris dont on ressent aujourd'hui les échos. Je veux dire, c'est ça qu'on retrouve aujourd'hui, même si c'est corrigé grandement. Ils se surveillent beaucoup, mais n'empêche que ça a donné. Les débuts de quinquennat sont toujours ceux qui donnent la marque de la suite. Et ça, hélas, ça c'est resté gravé. Et au fond, on en trouve des échos. Mais
avec le Covid, on demande aussi de l'efficacité. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui ne sera peut-être pas ce qui vaudra dans 3 semaines. Si dans 3 semaines, tout d'un coup, on est sorti de la crise épidémique, si les écoles sont restées ouvertes en dépit des erreurs démentes, des protocoles, dont je rappelle quand même, protocoles qui sont décidés non pas par le ministère de l'Éducation, mais d'abord par Matignon, la santé, et puis ensuite le ministère de l'Éducation donne son point de vue. Mais je veux dire, c'est une décision collective. Donc si l'efficacité est au rendez-vous, alors tout ce qu'on dit aujourd'hui ne pèsera pas grand-chose, à mon avis. Moi, je suis d'accord. Bruno Cotrez, c'est intéressant ce que dit le lien avec le bilan du quinquennat du président de la République et finalement la symbolique qui est attachée, à tort ou à raison, à ses premiers mois, qui, moi je le redis, qui lui colle un peu, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock. C'est très très clair. Moi je l'ai étudié pas mal en profondeur, en regardant beaucoup les questions ouvertes qu'on pose dans des enquêtes d'opinion sur l'image d'Emmanuel Macron, et vous avez une sorte de clivage qui s'est scellé extrêmement tôt dans son mandat, sans doute dès le premier tiers de son mandat, avec d'un côté une minorité de Français qui est son cœur de cible, son fan club, qui considère qu'il est le héros d'une narration il essaye de réformer un pays impossible à réformer, et il enjambe les obstacles avec talent, avec beaucoup de courage. Et puis vous avez en face effectivement une France qui ne comprend pas Emmanuel Macron, qui a le sentiment qu'il n'est pas raccord avec l'histoire du pays, qu'il appartient à un autre univers, il n'a pas les pieds sur terre, qu'il est arrogant, qu'il ne peut pas comprendre le peuple parce que son histoire familiale, son histoire personnelle, qui est une histoire d'une réussite, être élu président de la République à l'âge de 39 ans, si ce n'est pas une réussite incroyable. Et donc, structurellement, il ne peut pas comprendre parce qu'il est depuis toujours dans le domaine de la réussite et dans une narration très positive. Et donc, il y a une sorte de relation complètement orthogonale entre lui et le pays. C'est ce que ressent une partie du pays. Et en France, il ne faut pas réussir. Et malgré le quoi qu'il en coûte, malgré l'implication du président dans la crise sanitaire, on trouve toujours, effectivement, Nicolas Domenech a raison, on trouve toujours des traces extrêmement importantes de ces petites phrases et du début, qui est quelqu'un d'arrogant et qui ne peut pas comprendre structurellement le peuple. Sébastien Ferjou, vous voulez intervenir ? Oui, parce que je ne suis pas certain que ça se pose exactement comme ça. Oui, les Français ont un rapport particulier à la réussite financière, à l'égalité, on le sait. Après, je pense que Jean-Marie Le Pen, notamment, a une situation financière aisée. Il vit dans un parc, dans un hôtel particulier. Ça n'a jamais dérangé les gens. Et il y a des tas d'exemples de populistes, à commencer par Donald Trump, qui va en vacances au soleil, qui passe son temps dans des lieux pour milliardaires. Et ça ne dérange personne. Éric Zemmour le Premier ministre tchèque, a passé des vacances Marine Le Pen, d'ailleurs, je pense, visait assez onéreuses pendant la coupure de Voilà, Marine Le Pen faisait d'une pierre deux coups en parlant de ceux qui se fichent finalement du destin des Français en partant dans des lieux paradisiaques, puisque Saint-Barth est probablement plus paradisiaque au mois de décembre que ne l'est Ibiza. Mais bref, tout ça pour dire que le problème, c'est le décalage entre l'offre politique que vous incarnez et l'image. C'est pas tant l'image elle-même, à mon avis. Regardez Bernard Tapie, il assumait qui il était, il le disait lui-même, jamais je me souviens d'une de ses phrases, jamais les femmes de ménage n'allaient lui demander des comptes sur le Fosséa. En revanche, les gens de la gauche caviar, oui. Donc c'est toujours par rapport à l'offre politique que vous incarnez. Et le problème pour Jean-Michel Blanquer, c'est peut-être a-t-il sous-estimé les risques liés à l'image d'Emmanuel Macron, dont on a parlé, qu'a rappelé Nicolas Domenech, et peut-être son propre positionnement politique. C'est-à-dire que Jean-Michel Blanquer, face à l'éducation nationale, il paie probablement pas juste les épisodes en question, pas juste la gestion maladroite de la pandémie, il paie aussi une ligne politique, parce qu'il s'est dressé contre toute une partie de l'état profond, en quelque sorte, de l'éducation nationale. Il s'est dressé contre le pédagogisme, il s'est dressé comme les tentations d'accommodement avec la laïcité. Et je pense que ce qu'on lui fait payer aujourd'hui, c'est ça aussi. Alors après, comme il n'est pas forcément très très politique, il sous-estime probablement les risques qu'il y a quand on est sur une posture clivante, justement à tendre le bâton pour se faire battre sur des sujets faciles. Oui, alors effectivement, ça ouvre une partie de notre débat, un chapitre sur le bilan de Jean-Michel Blanquer depuis 2 ans dans la gestion de cette crise sanitaire. Et je vous propose de le lire pour commencer le ministre de l'Éducation nationale. C'était il y a quelques minutes sur le réseau social, le média social Twitter. Depuis 2 ans, je travaille 7 jours sur 7 pour la gestion scolaire de la crise sanitaire. Grâce au travail de tous, notamment des professeurs, la France a été le pays de l'école ouverte. J'ai pris 5 jours de congé en lien chaque jour avec mon ministère au service de l'école. Voilà ce que dit Jean-Michel Blanquer tout à l'heure sur Twitter. François Patriat, c'est vrai que l'école ouverte, c'est quand même
une spécificité ou en tout cas une réussite française, si on fait le bilan de ces 2 années de crise. Si on se compare aux pays voisins, je pense à l'Italie et à d'autres, on voit bien que le fait d'avoir maintenu l'école, ça a été un pas social en avant, parce que les premières victimes ont été les enfants. Donc, vouloir maintenir ouvert, c'était à la fois courageux, difficile. Ça incombait de mobiliser tout le monde enseignant, que je rends hommage en l'occurrence, mais aussi l'ensemble de l'appareil de production à côté qui l'a fait, et les parents qui sont associés. Alors, c'est vrai que vouloir les maintenir à tout prix ouvert, quelle était l'alternative là ? Pécresse a dit fermer. Bon, moi, j'aurais voulu connaître la réaction. Une semaine. Non, pas fermer une semaine et retarder la rentrée. C'est exactement la même chose que de fermer pendant une semaine. J'ai des petits-enfants, j'ai des enfants. Si on leur avait dit la veille de la rentrée, l'école est fermée, qu'est-ce que je fais des enfants ? Elle l'a dit en amont des vacances de Noël. Ça aurait été annoncé avec Et il y a beaucoup de médecins, de virologues, d'épidémiologistes qui proposaient la même solution. D'autres pays aussi qui ont opté pour cette... qui l'avait dit. Donc moi je pense que le choix de l'école ouverte, c'est un choix qui honore la France et qui honore son gouvernement. Oui, mais est-ce que finalement ça n'a pas été une erreur politique là ? Parce que le bilan de toute façon sur l'école ouverte, il était là. Et une semaine de plus ou de moins n'aurait pas changé grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire ? 4% des écoles ont fermé. 4% des écoles ont fermé. Voilà ce qui est fermé dans la semaine. 4%. Enfin, pour avoir des enfants en âge scolaire, je peux vous garantir que la scolarité depuis l'automne, elle est totalement chaotique et ça n'a rien à voir avec les efforts des enseignants. C'est simplement, il y a des cas positifs tous les jours. Vous passez votre vie à faire des tests, les classes sont fermées, elles sont plus fermées. Je vous assure, mais ça n'est pas la responsabilité de M. Blanquer, c'est la vie de l'épidémie. Et vous oubliez en plus un facteur qui n'a pas été cité, c'est toutes les violences intrafamiliales que la non-école a entraîné, qui ont explosé. Faut pas l'oublier. Ça, c'est aussi un violence contre les enfants. Les violences contre les enfants. C'est une réussite française, c'est incontestable. Ça, je crois que c'est une réussite. Et de l'avoir fait. Et quand Jean-Michel Blanquer dit j'ai pris 4 jours de vacances, mais vous aviez raison. Les Français maintenant ne supportent plus rien de la part des élus. Ils veulent des élus qui soient tondus avec une robe de bure, une corde autour du ventre en nu-pied et qui marchent doucement en baissant la tête. Ce ne sont pas les Français qui se sont exprimés, ce sont plutôt les oppositions. Je ne suis pas certain que les Français soient si choqués que ça par les oppositions. Les oppositions l'utilisent parce qu'ils savent qu'il y a une résonance de l'opinion publique. Ils l'utilisent parce qu'ils savent que c'est ça aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a pas... Bruno Cotresse va voir, il va aller sonder les Français après, justement. Vous êtes d'accord avec moi ? En même temps, voilà, c'est le jeu. On est dans une campagne électorale. Dans une campagne électorale, la moindre faute de quart par n'importe quel acteur est utilisée par les autres. C'est le jeu de la campagne électorale. Et ça veut dire que les ministres et les acteurs politiques doivent redoubler ou tripler de vigilance. Alors justement, Nicolas Domenach, je viens vers vous là-dessus parce que ça a été une de mes réflexions depuis ce matin autour de cette polémique. Je me dis, c'est décidément pas facile d'être élu et d'être ministre aujourd'hui. En particulier de ministre de l'Éducation, parce que François Patriat a raison de le rappeler quand même. Ça a été un sacré combat. Et combat, alors les enseignants ont été formidables, mais je vous rappellerai que les syndicats d'enseignants, du moins certains d'entre eux, certains épidémiologistes enfermistes, je veux dire, ont cessé de dire que le ministre de l'Éducation allait tuer les enfants, que c'était un scandale qu'on jouait à la roulette russe avec la santé de nos petits. Je veux dire, ça a été une pression psychologique, alors qu'il ait pris 4 jours de vacances par rapport à ça. Je veux dire, il aurait pu en prendre plus, je veux dire, d'une certaine façon, parce que qu'est-ce qu'il a pris quand même là-dessus. Je veux dire, c'est quand même un univers qui est très très dur, alors que je veux dire, il fallait pouvoir résister. Il a tenu. Alors là-dessus, maintenant qu'on lui tombe dessus comme la vérole sur le bas clergé, je trouve que c'est un peu fort, quoi. Non, mais il a tenu. Laetitia et ensuite. Mais on est quand même dans une image un peu d'Épinal. J'ai l'impression qu'on joue un peu au naïf autour de cette table, parce que qui a pris ces décisions et qui a tenu, c'est Emmanuel Macron. Celui qui applique la politique, c'est, oui, d'accord, Jean-Michel Blanquer, mais c'est Emmanuel Macron qui décide de garder les écoles ouvertes. C'est Emmanuel Macron qui décide de laisser son ministre partir à Ibiza. Juste, en fait, cette polémique part parce qu'il n'est pas rentré à temps pour, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit au début, mais il serait rentré à temps pour l'interview du Parisien. Il n'y avait pas de polémique. Donc, je pense que tout le monde... Matignon aurait validé l'interview plus tôt, elle aurait été publiée en même temps que celle d'Olivier Véran dans le JDD, il n'y aurait pas eu de polémique non plus, quel que soit l'endroit où il la donne. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est en 2022, on connaît la communication politique. Peut-être que ça révèle... On est dans de la cuisine médiatique, mais c'est vrai que la photo qui illustre l'interview de Jean-Michel Blanquer, forcément, c'est pas une photo prise à Ibiza, il est à son bureau, bref. Oui, mais enfin, je pense que l'inquiétude des dirigeants d'établissement qui avaient appliqué le protocole
le lendemain, elle n'était pas tellement liée sur le lieu d'où parlait le ministre. Après, je pense que cette crise, parce que regardez, là on a un débat un peu hors sol, parce que oui, je considère que c'est une grande réussite et que Jean-Michel Blanquer a incontestablement un très bon bilan de ce point de vue-là. Ça n'empêche pas qu'il ait été dans une espèce de posture parfois de déni épidémiologique. Il y a des gens qui ont pu être contaminés à cause des écoles, les données elles existent assez largement dans le monde. Mais pourquoi je vous dis ça? C'est pas, il fallait prendre une décision de toute façon, la politique c'est d'arbitrer, il n'y avait pas de choix idéal. En revanche, nous sommes dans une crise de la donnée publique. En revanche, il n'y a pas eu suffisamment de contrôle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude d'impact. Nous ne pouvons pas nous prononcer aujourd'hui sur la fermeture des écoles et pour savoir si elle a été, quel impact épidémique ça a eu, ou même pour le mesurer par rapport à d'autres enjeux, les violences intrafamiliales que vous aviez raison de souligner, parce que nous ne faisons pas de travail sérieux sur la collecte des données. Nous n'avons pas de bilan sur les confinements. Nous n'avons pas de bilan sur les couvre-feux. Nous n'avons pas de bilan, enfin sanitaire j'entends, sur l'impact des fermetures de commerces non essentiels. Donc forcément on en arrive à des débats qui sont pour le coup épidermiques, parce que tout simplement on les fait dans le vide. Au début de la crise, on peut avoir des bilans philosophiques sur faut-il fermer, ouvrir, ou privilégier l'économie ou la santé à tout prix. On peut avoir ces débats-là. Quand on en est à 2 ans de pandémie, nous devrions avoir des débats sur des données précises que nous n'avons pas. Manque de transparence, pas assez de données. Est-ce que vous êtes d'accord? Je voudrais rebondir. Je ne peux qu'approuver. Vraiment, s'il y a vraiment un point qui est faible dans notre vie politique, dans notre vie institutionnelle, c'est la question de l'évaluation et des études d'impact. En écoutant la campagne présidentielle qui est en train de se dérouler, où on égrène tous les jours des propositions dont aucune ne fait l'objet de dispositifs d'évaluation, de dire on va tester, on va expérimenter, on va voir si ça marche, qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas. Et c'est vrai que mais comment vous l'expliquez? C'est quoi? C'est une façon d'infantiliser l'opinion? Comment vous l'expliquez? Deux économistes, il y a quelques années, ont publié un livre savant qui s'appelle « Le négationnisme économique », dans lequel ils ne cessent de se lamenter en disant c'est vrai qu'en France, on a une sorte de perception des propositions politiques qui est qu'elles doivent changer le monde. Et puis on renvoie à demain, après-demain, après-après-demain, l'évaluation de cette idée de changer le monde. Et le débat sur le pass se fait exactement de la même manière. C'est au doigt mouillé selon l'idée qu'on s'en fait. Et ça voudrait dire plus d'enquêtes d'opinion? Non, plus de... Le travail du Parlement, peut-être. C'est le Parlement qui doit contrôler, évaluer... l'impact, c'est-à-dire d'avoir dans l'évaluation de politique publique... On le demande souvent pour les lois. Qui sont les mêmes logiques que non, mais les parlementaires le demandent, mais il y a une forme d'opacité. François Patria, c'est un travail qui est fait, notamment au Sénat, mais aussi à l'Assemblée, avec les commissions d'enquête parlementaires. Enfin, c'est un peu cette logique-là. Souvent, les sénateurs, là, je donne raison au Sénat, mais on demande plus d'études d'impact, surtout avant les lois, d'ailleurs. On ne fait pas suffisamment. Tu fais des études d'impact après, mais... De cette journée, qu'est-ce que moi je peux tirer, à titre personnel, en tant que responsable politique, à ma petite échelon? Moi, je souhaite que la campagne électorale, elle ne s'engage pas dans ce genre de débat, dans ce genre de hurrah football, pour être très poli. Qu'elle s'engage bilan vraiment contre bilan. Moi, je veux que sur les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de la sécurité, à cela, on ait vraiment un débat, parce que tous ceux qui se présentent aujourd'hui sont d'anciens candidats, tous, qui ont été en responsabilité, et qu'on fasse le bilan contre bilan, par ce qui a été fait, la comparaison, si je compare avec l'hôpital, ce qu'a fait ce gouvernement, avec le Ségur, les 19 milliards, les investissements, le plan de relance, où je vais avec le Premier ministre toutes les semaines, inauguré hier l'hôpital du Havre qui était déposé, de Nantes, pardon, qui était déposé, les plus grandes choses, je peux vous dire que si on fait ça, la campagne, elle aura du sens, parce que les gens se rappelleront ce qu'ont fait les autres, ce que nous avons fait nous, et ce que nous proposons pour demain. Ça tombe bien ce que vous dites, François Patria, parce que justement dans cette émission, on essaye, et je pense qu'on y arrive régulièrement, de creuser notamment les propositions de campagne, et ce sera le thème du second débat tout à l'heure, puisqu'on va se pencher sur l'état de nos services publics. On parlera notamment de l'école, de l'hôpital et de la justice. Mais quand même, moi, sur cette affaire-là, et je voudrais entendre Nicolas Doménac là-dessus, il y a des leçons, à mon avis, sur cette polémique autour des vacances de Jean-Michel Blanquer. Il y a peut-être quand même une leçon politique à tirer sur l'affaiblissement de ce ministre au fur et à mesure de l'avancée de cette crise sanitaire. Est-ce que Nicolas Doménac, vous dites que c'est pas vrai, mais moi je le pense. Non, j'ai dit qu'il a tenu 5 ans. Oui, ça c'est vrai. Mais est-ce que finalement, c'est pas le signe, la décision ou peut-être la désinvolture dans la communication, le signe d'un ministre qui se sent dépossédé de toute prise de décision sur ces affaires de crise sanitaire depuis des mois, Nicolas Doménac? Je suis d'accord. Je ne crois pas qu'il soit dépossédé. Moi, je ne lis pas la crise qu'on vit ces jours-ci de la même façon que vous. Je la vis au contraire comme le
le début d'une prise de conscience qu'on est dans une bataille politique qui va s'engager. On attend évidemment le chef de campagne, c'est-à-dire Emmanuel Macron, mais cette fois-ci, il faut se serrer les coudes. Je veux dire, sinon on marche vers la défaite. Donc ça, en tout cas, c'est les échos que j'en ai ressentis. Alors d'autant plus que on est là tout à l'heure, vous disiez, il faut avoir des instruments pour mesurer les erreurs qui peuvent être commises dans les décisions qui sont prises. Mais je veux dire, on était face là, en l'occurrence, à un ennemi inconnu. Je veux dire, le virus, c'est qui demandait une souplesse de réaction et des décisions prises en fonction et parfois contre des avis de scientifiques. Dire là, on n'était plus dans la politique classique. Certes, on n'a pas les instruments pour mesurer la justesse des politiques adoptées, mais il fallait faire preuve d'une rapidité. Demain, il faudra faire preuve encore plus. Et moi, j'ai le sentiment, au contraire, que un jour comme aujourd'hui fait que on a basculé dans un autre moment politique à partir de maintenant. Merci beaucoup, merci Nicolas Domenach. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Nicolas Domenach, je rappelle le titre de votre livre, Macron, pourquoi tant de haine ?